Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je suis dans une chambre d'hôtel à Metz où j'ai voyagé pour rencontrer Olivier Saint-Géry de Fujifilm France au magasin de Digit Photo car il m'a prêté des choses très intéressantes. Le nouveau Fujifilm GFX 100 Mark II, le 80 mm 1.7, le 55 mm 1.7 et attention, c'est du lourd, le 30 mm décentrable. Alors, je vais faire ma bascule décentrable, tout ça, voilà. Donc, je vais faire 3 vidéos. Une, c'est celle que tu vois maintenant, ça va être sur l'appareil photo. Une autre vidéo, ça va être sur les deux objectifs 1.7. Et une troisième qui va être spécifique au décentrable. Voilà. Alors, si tu vois que j'ai une tête bizarre, c'est parce que ici, il fait un temps horrible. Enfin, ceux qui sont dans la région, ils savent. Hier soir, j'avais même de la fièvre. C'était horrible. J'étais vraiment pas bien. Mais là, il faut que je continue. Il faut que j'enregistre de toute façon. Voilà. Alors, merci à eux, mais on va dire aussi merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais il n'y a pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 3 points cependant. Le premier, si jamais tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et que tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'on ne peut plus s'inscrire par CPF si tu es à la retraite. Il faut t'inscrire avant de partir et tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé. Et il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi, mais ce n'est pas encore clair quand est-ce que la loi va être appliquée. Donc je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée, l'important c'est la date à laquelle tu t'étais inscrit. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit en français. Inscris-toi, participe. Mais je te raconte tout ça à la fin. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une petite visite physique de l'appareil. Alors, ce n'est pas un petit appareil, mais pour être moyen format, il n'est pas énorme non plus. Comme tu peux voir, ma main. Et l'ergonomie est incroyable. Les boutons tombent tous au même endroit, non, au bon endroit. Vraiment un truc que j'aime. Il y a des trucs, des détails qui ont l'air tout bêtes, mais regarde, la partie supérieure a une inclinaison de 15 degrés. Ça veut dire qu'à tout moment, quand j'ai l'appareil qui pend de mon cou, je peux lire l'écran supérieur sans aucun problème. Des détails tout bêtes. Quand l'appareil est allumé, tu peux décider d'avoir l'écran en blanc ou en noir. Quand l'appareil est éteint, de toute façon, tu vois l'écran, ce qui te permet de savoir quelle configuration tu avais directement, voir s'il reste de la batterie et tout ça. Après, les boutons tombent vraiment super. L'écran, c'est un écran qui est inclinable comme ça, comme ça. Et pour ceux qui font la photo verticale, il est aussi inclinable. Il faut que j'appuie sur le bouton. Comme ça, voilà. Donc c'est quelque chose que les gens aiment bien. Alors c'est pas un écran qui va vers l'avant pour faire du vlogging, c'est pas le genre d'appareil pour faire du vlogging, bien qu'il y a des fonctions très avancées de vidéo, mais pas pour te filmer à toi-même, ça ferait lourd dans la main quand même. Enfin bon, chacun voit. Un truc impressionnant, regarde, tu vois le viseur? Regarde. Hop, j'ai viré le viseur. Pourquoi? Si tu veux utiliser cet appareil pour faire de la vidéo, probablement tu ne veux pas le viseur, donc tu peux l'enlever, mettre une cage, un truc comme ça. Mais aussi parce qu'il y a un deuxième viseur optionnel qui est un viseur cheminée, qui serait vertical comme ça. Si tu fais des photos au ras du sol, ça peut t'intéresser de regarder comme ça depuis le dessus. Donc ils ont un viseur exprès pour ça. Voilà. Après, là, il y a un switch qui est intéressant, un interrupteur qui est pour photo ou vidéo, parce qu'il y a des fonctions très avancées en vidéo sur cet appareil. Et l'avantage de séparer, c'est qu'après, les menus sont contextuels, ou si tu as sur la partie vidéo, c'est des menus seulement pour vidéo, par exemple. Après, les boutons, il y en a plein qui sont configurables. Ici, j'aime bien les 3 boutons configurables qui sont là. Il n'y a pas de texte dessus. Donc, c'est bien parce que souvent, quand on reconfigure un appareil photo, on prend un bouton qui existait déjà, qui avait un autre texte, et on met quelque chose d'autre. Alors, c'est un peu comme où est le café? Dans la boîte qui marque T, tu vois. Donc, il n'y a que ta mère qui sait ça. Mais toi, tu aimerais bien savoir. Donc là, ils n'ont pas mis de texte. Je trouve ça très bien. Voilà. La finition est incroyable. C'est un revêtement, je ne sais pas, ça ne peut pas te glisser des mains. Alors, si ça te glisse des mains, tu es vraiment... Faut pas que tu touches l'appareil. Aucun, hein, aucun. Voilà. Donc, voilà. Alors ici, tu as deux cartes. Tu as une carte mémoire, c'est un CF Express B. Pourquoi CF Express B? Parce que comme tu peux faire la vidéo 8K, il faut quand même une carte qui soit rapide. Et aussi SD UHS2. Après, si on regarde côté connectivité, plus complet, impossible. Alors, on va voir, tu as USB-C ici. Tu as HDMI complet.
Tu as connecteur microphone ou auriculaire, parce qu'il y en a un autre de l'autre côté, voilà, et télécommande. Après, tu as même un câble réseau LAN. Pourquoi? Bah, parce que y a des gens qui travaillent connectés à un ordinateur, où ils veulent faire passer les photos directement par un réseau. Eh bien, tu as même ce genre de connecteur, ce qui est vraiment pas habituel sur la plupart des appareils. Voilà. Et ici, tu as aussi l'accès, ou, alors attendez, j'arrive, hop, je suis là, voilà, pour connecter. Alors là, c'est plus si c'était le micro il est partagé entre micro ou télécommande, ok, au choix. Mais quand tu vois là, alors ici, tu as une prise aussi pour connecteur flash si jamais tu voulais utiliser un flash par câble. Mais quand on voit les boutons, tout ça, comment ça tombe sur la main, malgré la taille, alors c'est pas énorme, c'est pas petit, mais c'est pas énorme, ok? Et ben, malgré la taille, c'est un appareil qu'on a vraiment bien en main, qui est très bien équilibré, qui est agréable. Et tu vois, la forme, par exemple, tu vois, c'est vraiment pensé, quoi. Tu vois, au lieu d'avoir un truc complètement carré et droit, là, ça tient bien dans la paume de ta main, tu vois. C'est vraiment bien fait. Sincèrement, le boîtier, c'est un boîtier qui est magnifique et on sent vraiment qu'il est pensé. Donc, maintenant, je vais te parler des caractéristiques de l'appareil et te montrer des photos. En fait, j'en parlais de ça à Tenerife parce que là, je vais pas avoir le temps. Donc, ça me laissera le temps de regarder les photos que j'ai faites, les analyser et de donner mon opinion. Et je te donnerai toutes les caractéristiques de l'appareil. Voilà. Alors, je vais te montrer un truc qu'il ne faut pas faire pour qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre. Mais enfin, je vais te le montrer quand même. C'est donc un appareil photo moyen format. Donc, un capteur qui est très grand. 102 millions de pixels. Et comme tu vois, ben, c'est bien plus grand qu'un full frame. Tu vois, c'est vraiment costaud. Voilà. Eh bien, me voici de retour à Tenerife. Aujourd'hui, j'étraîne un canapé à la maison, voilà. Alors, comme promis, je vais te parler, je vais te donner mes impressions sur cet appareil photo, le Fujifilm GFX 100 Mark II, que j'ai pu analyser en détail. Et quel détail! Parce qu'avec 102 millions de pixels, il y a des détails, il y a beaucoup de détails. Alors, tu t'es peut-être pas rendu compte, c'est un mirrorless, mais ça, tu le savais déjà, ok. Alors, c'est un moyen format, c'est-à-dire que c'est plus grand qu'un capteur full frame, puisque la taille fait 43,9 par 32,9 mm, alors qu'un full frame c'est 36 par 24. Alors, c'est pas le double, attention, c'est pas le double de taille, mais ça reste plus grand. Voilà. Donc, en fait, c'est la même différence entre un APS-C et un full frame qu'entre un moyen format et un full frame, si on regarde comme ça, ok? Alors, Fujifilm nous indique que c'est un nouveau capteur, ce n'est pas le même capteur de 102 millions de pixels qu'on trouve sur le Fujifilm GFX 100S, ni sur le Hasselblad X2D. Donc, nouveau boulot, ils ont fait. Quelle est la différence? Je ne sais pas, ne me demande pas, je ne suis pas ingénieur. Voilà. Alors, moi, un truc qui m'a vraiment soufflé la tête, si on peut dire, ça a été le viseur. Le viseur est vraiment exceptionnel. Si on regarde, j'avais adoré celui du Z8, qui est le même sur le ZF, il me semble, de Nikon. Mais alors là, c'est encore un autre niveau. Déjà, tu as un agrandissement de 1,1. C'est-à-dire que tu vois que la taille réelle, sauf si tu veux passer à 120 Hz, mais si tu restes à 60 Hz, 60 Hz, qui à mon avis est suffisant, tu vas vraiment voir comme tu regardes par la fenêtre. C'est vraiment impressionnant. La construction, ben, l'ergonomie, quand je l'ai montré, j'ai dit, hein, c'est vraiment nickel. Et on peut dire que c'est l'appareil de moyen format le plus rapide du marché. Mais attention, attention, atterri, beaucoup de gens ont tendance à tout confondre. Quand je dis le plus rapide du marché, c'est un moyen format. C'est-à-dire que n'imagine pas que tu as un Z9 ou un R3 ou un Alpha 1 ou un Alpha 9 Mark III entre les mains. Ok, mais ça reste super rapide comparé avec ce que j'avais vu jusqu'à présent, aussi bien chez Fuji que chez Hasselblad. Okay, ils ont changé les ISO. Les ISO vont maintenant depuis 80 jusqu'à 12 600 ISO. Alors je ne sais pas sur le 100S ça démarre à 80 ou pas, je ne suis peut-être pas sûr. Okay, enfin, il va depuis 80 jusqu'à 12 600 ISO et on peut le forcer à 50 et à 102 400. Alors je ne sais pas pourquoi ils mettent 102 400, parce qu'on dirait une pizza, ça n'a aucun sens à mon avis, mais enfin bon, peut-être quelqu'un qui veut l'utiliser dans une situation incroyable et préfère avoir une photo toute pigrelée que pas de photo, soit. Alors, il ne faut pas oublier que 102 millions de pixels, même sur un moyen format, ce sont beaucoup de pixels. Donc les ISO, on ne peut pas non plus en demander des centaines de mille. Mais sincèrement, jusqu'à 3200 ISO, c'est complètement utilisable. Après, il faut peut-être faire un petit peu de nettoyage.
Mais enfin, sur un moyen format 3200 ISO, à mon avis, c'est nickel. Ils ont mis un processeur, le X5, donc c'est un nouveau processeur. Que faisait le X4? Un peu moins. Que fait le X5? Un peu plus. Mais entre autres, ça va te permettre ça a permis d'avoir un appareil plus rapide, un autofocus bien plus rapide. Alors attention, ça reste un autofocus de moyen format. À mon avis, il y a encore des ratés, s'il n'est pas toujours au point, mais dans l'ensemble, il est vraiment pas mal. Pourquoi? Si ça se trouve, si je ne connaissais pas les autres, je trouverais exceptionnel. Mais c'est vrai, quand on a essayé sur des formats plus petits, c'est des trucs un peu plus réactifs. Mais ça reste un super autofocus. Ok. Si on parle de la stabilisation 8 stops sur 5 axes. Alors attention, même chose. Il ne faut pas oublier que là, on parle d'un grand capteur. Ok. Donc la règle typique du full frame, tu dis que tu ne dois pas descendre ta vitesse en dessous la focale. Par exemple, si tu as un 50 mm, tu ne dois pas aller en dessous de 1/50e de seconde, sinon c'est bouger, je parle sans stabilisation. Eh bien, dans le cas d'un grand format, d'un moyen format ou un plus grand format, c'est encore pire. Ok, donc c'est encore plus limité. Donc tu ne peux pas dire, comme j'ai 8 stops, je vais faire des photos de 2 secondes. Oublie. Ok, mais tu vas pouvoir quand même descendre pas mal la vitesse et ça va bien répondre parce que ce stabilisateur a vraiment du répondant et marche bien. Mais ne t'attends pas à faire des photos de 2 secondes. Ok, voilà. Je préfère préciser qu'après on ne me dise pas Eric avait dit que. D'accord. La rafale. Alors là, je critique Fuji sur son marketing. Ils nous vendent cet appareil comme l'appareil le super rapide, que tu peux faire des rafales à 8 images secondes. Et oui, tu peux faire des images des photos à 8 images secondes. Mais attention, il y a un truc en échange qui est important. Ce capteur, c'est un capteur 16 bits, donc 16 bits de couleur. Quand tu passes à rafale à 8 images, il descend à 12 bits. Et si tu descends à 5 images, il descend à 14 bits. Ok. Donc, si tu as besoin de faire une rafale à un moment précis, oui. Mais, à mon avis, cet appareil n'est pas fait pour ça, seulement dans les situations précises. Moi, je préfère l'utiliser en one shot, c'est-à-dire je fais mes images une à une, même si je peux appuyer plusieurs fois rapidement sur le bouton, mais pour travailler en 16 bits et vraiment tirer parti maximum de ce capteur qui est incroyable. Voilà. Mais c'est dommage d'utiliser ça en rafale comme un fou sans arrêt et redescendre les 12 bits. C'est ce que j'ai sur mon micro 4 tiers. Voilà. Donc, je n'ai pas 100 millions de pixels. Mais donc voilà, à mon avis, cet appareil peut permettre de faire du 8 images secondes, mais ça, à mon avis, si c'est ta priorité, c'est pas l'appareil qu'il te faut, sauf s'il faut absolument les 100 millions de pixels. Ok. Vidéo. Alors, ils ont mis de la vidéo avancée parce que beaucoup de gens recherchent ce genre de vidéos sur grand capteur pour avoir des flous, du gros délire, plein de choses. Et là, ils ont répondu avec vraiment de la vidéo, toutes les formes, t'en veux, t'en v'là. Ça fait du 8K 30 images secondes, du 4K 60 images secondes, du Apple ProRes, le machin, le HQ 422, et bla, et bla, et bla. Ça fait de tout. Mais surtout, ça fait tous les formats. Tu veux utiliser tout le capteur? Tu peux. Tu peux utiliser comme du Super 35? Tu peux. Tu peux utiliser comme du full frame? Tu peux. Tu veux l'anamorphique? Tu peux. Ça fait de tout. Mais attention, attention. Une chose, c'est l'intention et l'autre, c'est le résultat. Alors, moi, je n'ai pas fait de test vidéo poussé. Je ne vais même pas t'en présenter parce qu'il aurait fallu faire une vidéo exprès sur la vidéo et je n'avais pas le temps. Par contre, moi, je t'invite à regarder ce qu'a fait Jordan Drake de Petapixel avec Chris Nicole, qui lui est un expert Jordan en vidéo. Il a bien aimé, mais la lecture du capteur n'est pas encore suffisamment rapide pour éviter le rolling shutter, sauf en 4K, je crois, en format S35. Mais en 8K, si l'appareil bouge ou ton sujet bouge, il y aura de la déformation. Donc, on reste loin quand même de ce que certaines personnes peuvent attendre. Attention, beaucoup de gens aussi ont réclamé de la vidéo avancée sur cet appareil parce qu'ils n'utilisent qu'un appareil pour tout. Ils font principalement de la photo, mais de temps en temps, ils font des prises vidéo. Donc, ils ne veulent pas un deuxième appareil, surtout ceux qui font des excursions, des trucs comme ça, qui ne veulent pas transporter encore plus de bazar. Ça, c'est suffisamment de quantité. Donc, oui, il y a ces fonctions qui sont là et suivant le type de vidéo que tu fais, ça peut être OK. Mais si tu fais de la vidéo d'action, tout ça, tu vas avoir de la déformation. Donc, je pense qu'ils ne sont pas encore au niveau que certains imaginent.
Mais on s'en approche, on s'en approche. Mais le fait d'avoir tous ces formats, suivant le type de vidéo que tu vas faire, ça peut être intéressant pour beaucoup de gens quand même. Mais moi, personnellement, je n'achèterais pas cet appareil si ma priorité était la vidéo. Ok? Qu'elle vienne en plus et que dans plein de situations, elle va être ok, oui. Mais je ne prendrai pas comme priorité. Voilà. La taille, 152,4 par 117,4 par 98,6 mm. Eh bien, ça reste entre guillemets, un petit appareil. Alors, pas petit, mais je veux dire, pour un moyen format, il reste complètement bien en taille. Le poids, 1,30 kg. Ben ouais, ça commence à peser. Ce qui pèse en plus, ça va dépendre après des objectifs que tu vas utiliser. Donc au total, tu peux compter avoir dans les mains entre 1,5 kg et 2,5 kg, quoi, à peu près. Ça dépend vraiment de ce que tu vas faire. Mais ça, c'est normal. Hein. Qui dit optique, moyen format, et si en plus tu la veux lumineuse, bah, il y a forcément du poids. Mais en ce qui concerne le boîtier, ça me semble complètement correct. Alors, les fameuses simulations de films chez Fuji, ils ont ajouté une nouvelle, le Reala Ace. Ok. Alors, des couleurs plus vives et tout ça. Alors, c'est bien qu'il l'ait mis parce qu'il y a des gens qui utilisent, mais sincèrement, moi, je suis content des simulations de films sur mon XS20. Quand j'avais le X100S, 100V, pardon, j'étais content aussi, tout ça. Mais sincèrement, si moi je vais travailler des fichiers 100 millions de pixels, mon idée, 102 millions, c'est de travailler les RAW, travailler les couleurs, travailler tout ça, et non pas avoir un profil couleur JPEG déjà mis, tout ça. Pour moi, c'est pas pour moi. Voilà. Alors, il y en a qui vont l'utiliser, donc c'est bien qu'il y soit. Hein. Mais sincèrement, ce n'est pas ma priorité sur ce genre d'appareil. Alors sur d'autres Fuji, oui. Ok. Donc ça, toutes ces informations, tu peux les avoir sur le site web de Fuji, encore plus de détails. Moi, je crois que l'important maintenant, c'est que je te parle de mes sensations, mon opinion sur l'utilisation en situation réelle, puisque j'ai fait plusieurs séances. Alors ça sera des vidéos à part, mais en tout cas, déjà, je t'illustre avec des photos que j'ai fait lors de ces séances et essais. Mais déjà, je vais te donner mon impression sur cet appareil. Ok? Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je l'achèterai? Alors, si jamais tu allais acheter du matos photo, vidéo, accessoires chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, c'est complètement compatible, il y a une case à côté, tu peux utiliser les deux. D'ailleurs, moi, je communique souvent mes codes de promotion, leurs codes de promotion sur mes réseaux sociaux. Continuons. Alors, mes impressions en utilisation réelle. D'abord, beaucoup de gens pensent que qui peut plus peut moins et disent, voilà, c'est bon, je prends un moyen format de 102 millions de pixels, avec ça, je peux absolument tout faire. Parce que qui peut plus peut moins. Non, non, c'est pas comme ça. Faut pas oublier que ça reste un outil et que chaque outil a ses avantages, ses inconvénients et une utilisation. Pourquoi je veux utiliser, avec quoi je veux utiliser, pour quoi faire. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça, dire qui peut plus peut moins. Mais moi, je vais te donner mes impressions en utilisation réelle, puisque j'ai fait de la photo de mode portrait avec, de workshop chez Digit Photo. J'ai fait dans la rue aussi. J'ai fait de la photo genre architecture avec le 30 mm décentrable, tilt shift, et aussi le 55 mm en situation de rue. Donc, je vais donner mes impressions. Alors, d'abord, si on parle des 102 millions de pixels, je dois faire une rectification, une erreur que je fais depuis longtemps, en disant que sur les réseaux sociaux, de toute façon, tu ne vois pas la différence. Je le pensais sincèrement, mais j'avais jamais fait des photos avec 102 millions de pixels. Eh bien, oui, on voit une différence. Alors, c'est vrai que tous ces petits détails qui apparaissent, ils disparaissent, mais je ne sais pas, la photo est plus croustillante, il se passe quelque chose. Et effectivement, moi je pense que oui, on voit une différence. Alors, de là à dépenser ses sous pour faire que du réseau social, je ne sais pas, ok. Mais oui, il y a une différence, il y a quelque chose qui se passe, ok. Est-ce indispensable? Peut-être pas. Mais oui, on voit une différence. J'y croyais pas. J'y croyais pas, puisque tu fais des numéros. Alors, je sais pas si après c'est de micro-contraste, je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, on voit une différence, c'est sûr. Ok. Alors, 102 millions de pixels, quelquefois on ne se rend pas compte de ce que c'est. D'abord c'est énorme, mais est-ce qu'on voit vraiment beaucoup de détails? C'est assez impressionnant. Alors si ton jeu c'est d'agrandir sur ton écran pour voir jusqu'où tu vois des détails, c'est pas forcément utile.
Mais par exemple, moi quand j'ai fini un des workshops chez Digitphoto, j'ai ouvert une photo et j'ai dit tiens, je vais regarder l'œil, comment ça se passe, quoi, jusqu'où, quoi. Puis je parlais en même temps, puis j'agrandis, puis d'un coup je dis ouais, c'est pas si super net que ça, quoi. C'est pas. Et là, je me suis rendu compte que j'avais agrandi à 800%. 800% à 500%, déjà, c'est toujours aussi nickel, quoi. Donc c'est incroyable. Alors c'est vrai, une photo, ça se regarde à 100%. Je l'ai dit et je le répète souvent. Mais attention, celui qui veut 102 millions de pixels, c'est parce que souvent il veut recadrer. Donc ça veut dire que je peux faire une seule photo sans cadrer serré et après de cette photo sortir plusieurs photos. Peut-être un super paysage, peut-être un vertical, peut-être une horizontale, peut-être une partie de la photo seulement. Et effectivement, j'ai sur un seul fichier plein de possibilités. Il me reste encore plein de millions de pixels là avec lesquels je peux jouer. Donc sans aucun doute, ces 102 millions de pixels ont une grande utilité pour beaucoup de gens qui vont à faire plusieurs versions d'une même photo en recadrant de manière différente et tout ça. Donc oui, ces 102 millions de pixels peuvent être extrêmement utiles. Est-ce qu'ils sont indispensables? Ben, ça dépend, ça dépend de ce que tu fais. Mais je pense que oui, je comprends de mieux en mieux pourquoi il y a des gens qui disent je veux 102 millions de pixels parce que j'en profite vraiment. Évidemment, si tu vas faire ça que pour des photos pour Instagram, ça n'a pas trop de sens, ok? Mais si tu vas faire une photo et après tu vas avoir plusieurs versions, que ce soit pour imprimer, des choses comme ça, ou agrandir énormément et tout ça, quoique l'agrandissement c'est discutable parce qu'avec l'interpolation sur les machines de nos jours, bon, c'est discutable, ok? Mais tu vas vraiment pouvoir d'un seul fichier exploiter plein de versions, plein de tailles, recadrer comme tu veux et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Alors le deuxième point qui est vraiment incroyable, c'est la récupération des ombres. Imagine faire une photo où le dernier de tes soucis, ce sont les basses lumières, les ombres. C'est vraiment incroyable. Tu l'exposes pour que les hautes lumières soient bien et le reste, tu sais que ça sera bon. C'est vraiment incroyable, récupération avec pratiquement ou pas du tout de bruit. Parce que normalement, quand on parle d'un appareil photo qui a un grand rang dynamique, les trois quarts des gens s'imaginent que ça va être réparti entre les hautes lumières et les ombres. En fait, c'est faux. Les hautes lumières, à peu près tous les appareils photo sont assez proches. Il n'y a pas trop de différence. Okay, peut-être à stop, mais pas à 10 stop. Okay. Par contre, la grosse différence, ça va être dans les ombres. Ça veut dire que quand tu vas faire une photo, par exemple, certaines photos que j'ai fait dans la rue, où il y a le ciel et une partie qui est complètement noire, tu récupères ça et tu as tous les détails, tu n'as pas de bruit dedans, et ce capteur est vraiment incroyable. Alors déjà, sur le GFX 50 S2, le 50R j'avais testé, ou mon Hasselblad 907X avec le dos CFV50, c'était déjà assez impressionnant. Ben là, c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que si jamais, pour le type de photo que tu fais, tu étais toujours obligé de faire plusieurs photos avec différentes expositions, faire un HDR réellement, ensuite empiler tout ça et récupérer les ombres, les machins, tout ça, bah là, ça va être même plutôt rare que tu en aies besoin, quoi. Donc, c'est vraiment impressionnant la récupération des ombres. Et maintenant, on arrive au point où là, tu te rends compte que c'est un outil de plus avec ses limites suivant ce que tu vas faire. Et le problème, c'est la profondeur de champ. Ben ouais, c'est extrêmement court. Le trou créé par le diaphragme est énorme. Je l'avais expliqué dans une vidéo, ce qui fait que la profondeur de champ est vraiment très courte. Donc, dans plein de situations, il va falloir que tu fermes le diaphragme. Pourquoi? Ben parce que tu ne veux pas avoir que le cil de la personne qui est mise au point. Tu veux une grande partie du visage, ok? Dans ce cas-là, ou dans des paysages comme ça. Donc, tu vas être obligé de fermer le diaphragme. Qui dit fermer le diaphragme dit moins de lumière. Qui dit moins de lumière dit monter les ISO ou descendre la vitesse. Monter les ISO, bah, tu ne veux pas quand même monter à 50 000, ok? Descendre la vitesse, bah, tu ne peux pas descendre sans arrêt. Donc, bah, tu te rends compte que c'est un appareil qui, en beaucoup de situations, c'est un appareil de trépied. Parce que tu fais de la photo de produit, de la photo de paysage, et dans certaines situations de portrait, choses comme ça, eh bien, il va falloir de la lumière. Ou tu mets du flash, où la situation est très lumineuse, mais sinon,
tu vas avoir qu'une partie du visage qui sera mise au point, une toute petite partie, si tu laisses le diaphragme complètement ouvert. Alors, j'expliquerai ça sur la vidéo sur le 80 1.7 et le 55 1.7, ok? Mais sache que ça, c'est super important. Ça veut dire que dans plein de situations, tu vas devoir faire ou du trépied, ou même souvent du trépied et évidemment du focus stacking en paysage. Par exemple, tu ne veux pas avoir seulement un élément du paysage qui soit mis au point, mais tout le paysage, une grande partie du paysage. Donc, c'est là que tu te rends compte que là, c'est un outil qui est bien particulier, qui n'est pas pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu dis, ah ben super, moi je prends le 55 1.7 et je vais faire du mariage avec, il n'y a pas de lumière, je le mets à 1.7, bah ouais, mais tu vas avoir de la soupe. Tu vas avoir une partie des mariés mise au point ou un des deux, une partie de l'un des deux et tout le reste, ça va être de la soupe. Ok, ça sera dans le flou parce que ça sera dans la partie hors mise au point. Tu vois. Donc, faut pas oublier ça, que la profondeur de champ sur ces appareils, dans certains cas, suivant le boulot que tu fais, c'est pas du tout un problème, mais dans d'autres situations, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir absolument fermer le diaphragme, il va falloir absolument, dans ce cas-là, recouper la lumière, descendre la vitesse, tu ne pourras pas toujours tout descendre, tu vas devoir faire du focus stacking, truc comme ça, mais faut que tu le saches. Cet outil, ce n'est pas un truc à tout faire, je me promène avec et je fais tout. Voilà, donc la profondeur de champ, pour moi, c'est un élément qu'il faut vraiment bien comprendre et vraiment comprendre comment tu vas le gérer. Parce que sinon, tu vas avoir énormément de photos où tu auras un demi-œil qui sera net et le reste sera flou, ou un paysage, tu auras le premier plan ou l'arrière-plan qui sera bien, mais le reste sera dans le flou. Il faut vraiment que tu penses bien comment tu vas bosser avec cet outil. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, tu as quand même un joker. Le fait de pouvoir récupérer les lumières aussi facilement fait que si tu dois fermer le diaphragme pour avoir plus de profondeur de champ, tu ne veux pas descendre la vitesse, tu ne peux pas descendre la vitesse, tu ne veux pas monter les ISO, bah, tu pourras récupérer sans problème au moins 2 stops tranquillement et voir apparaître ta photo. Mais est-ce qu'on veut toujours bosser sous-exposé et récupérer après? Ça, je ne sais pas, c'est à toi de voir. Mais sache que dans certaines situations, bah, ce joker est plus qu'un joker, ça va te permettre de faire la photo correctement. Voilà. Continuons avec la profondeur de champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention à la mise au point. Alors attention, l'autofocus s'est amélioré énormément. Il y a suivi de visage, suivi d'œil et tout ça. Mais il faut quand même faire bien attention là où tu fais ta mise au point. Parce que si tu as une situation de profondeur de champ très courte, 1 cm devant, 1 cm derrière, ça se voit. Voilà. C'est pour ça que moi, il y a un deuxième joker. Un deuxième que, à mon avis, Fujifilm devrait signer un accord avec eux et l'inclure dans l'appareil. Bon, avec l'appareil, c'est Topaz Sharpen AI qui te rectifie un petit manque de mise au point sans aucun problème. Et ça, c'est un atout qui va souvent te sauver si dans un moment d'enthousiasme, tu n'as pas bien vérifié ta mise au point. Alors, évidemment, si tu as F11, des trucs comme ça, ce n'est pas forcément un problème. Mais dès que tu attaques des F4, des trucs comme ça, c'est crucial. C'est crucial. On dit en français crucial? Je sais pas, c'est vital, on va dire, de vraiment faire attention à la mise au point. Parce que sinon, tu vas dire, bah mince, mes super photos de 102 millions de pixels. Alors attention, hein, quand tu regardes sur l'écran, ça a l'air tout net. Hein, mais après, un fichier de 102 millions de pixels, tu l'ouvres. Et là, tu vois la différence, où est la mise au point et s'y est pas. Quoi, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention. Je sais, ça peut faire 8 images secondes, je sais. Donc, il y a un suivi, autofocus et tout ça. Mais dans l'ensemble, travaille bien ta mise au point parce que sinon, tu risques de te faire mal. Quoi. Alors, en situation, quand tu vas avoir l'appareil en main, tu vas te rendre compte que c'est un appareil agréable. Alors, je ne sais pas si tu viens de chez Fuji, si tu as n'importe quel autre appareil Fuji, tu vas te sentir à la maison. Ça, les menus, les boutons, tout ça, nickel. Ok. Moi, je n'ai pas vu de différence avec mon XS20, mis à part la taille. Mais même cette taille qui est plus grande, pour moi, ça n'a pas été un problème. Je me suis senti à l'aise. La prise en main est vraiment excellente. La texture qu'ils ont mis sur le grip, sur tout le corps, hein, est très agréable. Sur le grip, je ne parle pas du grip supplémentaire, hein, je parle le grip, la poignée, là où on prend en main. Hein, très agréable et tout ça. Donc je pense que même si tu n'as jamais utilisé un moyen format, ça va pas être un problème. Tu vas pas te retrouver au volant d'un tank. Hein. C'est pas comme si tu laisses tomber ta mini et tu achètes un
un camping-car, tu vois, par exemple, tu vois. Non, tu vas pas avoir cette sensation, tu vas avoir au contraire une sensation de bien en main. Voilà, donc l'utilisation, les boutons sont bien placés, l'écran toujours visible sur le dessus et tout ça, vraiment nickel. Tu vas te sentir vraiment à l'aise, à mon avis. En tout cas, moi, c'était mon cas. Voilà. Alors là, je vais te parler du point qui me gêne le plus sur le système GFX de Fujifilm. C'est la synchronisation de flash. Ça va jusqu'au 1/125e de seconde. Et bien moi, j'aimerais avoir un 250e de seconde ou mieux encore, obturateur central comme sur Hasselblad. Alors, obturateur central, c'est que l'obturateur est dans l'objectif et synchronise à toutes les vitesses le flash, mais ce sont évidemment des objectifs bien plus chers. Ça, c'est vrai aussi. Alors, pourquoi il ne sait pas à un 250e par exemple? Je suppose pour une histoire de taille de capteur, le temps que le rideau se déplace, de toute façon, ça serait problématique. Voilà. Alors, évidemment, oui, tu as la haute synchronisation. Alors moi, je n'aime pas l'haute synchronisation de flash parce que d'abord, ça crame les condensateurs des flashs avec le temps, ça raccourcit la vie du flash. Et deuxièmement, parce que bien, tu perds de la puissance, puisqu'en fait, ça a plusieurs coups de flash pendant que le rideau de l'obturateur se déplace. Donc, j'aime pas. Résultat, je préfère utiliser un filtre ND de densité neutre donc, que je mets sur l'objectif pour couper la lumière ambiante, mais ça t'oblige à monter la puissance du flash. Ok. Pour moi, l'idéal, ça serait un obturateur central. Mais, pour l'instant, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas chez eux. Et vu les tendances actuelles du marché, je pense qu'il n'y aura sans doute jamais. Mais j'espère que tôt ou tard, ils sauteront le plat avec un obturateur global, un global shutter, qui permettrait de synchroniser à toutes les vitesses. Est-ce que ça arrivera un jour chez Fuji GFX? Je pense que ça finira par arriver chez tout le monde. Voilà. Mais ça serait vraiment fantastique. Mais là, c'est le seul petit point qui me manque chez Fujifilm GFX. C'est ce petit point, la synchronisation du flash. Bon alors Eric, est-ce que tu achèterais cet appareil photo? Ça dépend. Ça dépend. Alors il y a plusieurs situations. Celui qui a l'argent, qui veut se faire plaisir, c'est son hobby, ça l'amuse et tout ça, ouais, pourquoi pas. Et après, il y a le professionnel. Le professionnel, il doit récupérer de l'argent sur son investissement. Est-ce que cet appareil photo va lui permettre de gagner plus d'argent? Parce que si c'est simplement acheter un truc plus cher et finalement avoir moins de bénéfices à la fin de l'année parce qu'il a acheté ça, ça n'a pas trop de sens. Est-ce que cet appareil photo va réellement lui permettre de gagner plus d'argent? Peut-être. Peut-être que ces millions de pixels, peut-être que tout ça, ça va lui rapporter des clients différents qui vont lui permettre de mieux gagner. Ou par exemple, il va gagner du temps, ce qui est aussi de l'argent. Le fait de faire une photo et d'une seule photo, avoir plusieurs versions d'un seul fichier, avoir plusieurs versions verticales, horizontales et tout ça, ce qu'il peut retailler dedans comme il veut, c'est quelque chose qu'il faut vérifier, voir. Mais là, il n'y a que toi vraiment qui peux te rendre compte en fonction du genre de photo que tu fais si ça va t'apporter un réel bénéfice, si c'est bienvenu. Alors, la question c'est aussi, est-ce que le GFX 100S, qui est son petit frère, qui coûte 1500 € de moins, n'est pas une option aussi alléchante, puisqu'il y a aussi 102 millions de pixels? Ça dépend. Si tu vas faire des photos où il y a un besoin d'un autofocus plus performant, je pense que ce GFX 100 Mark II vaut le coup. Tu fais du portrait, la personne bouge un peu et tout ça, je ne te parle même pas de rafale. Hein. Si tu as besoin de rafale, il n'y a pas le choix. Hein. Mais si tu vas avoir besoin d'un autofocus plus performant, parce que c'est un travail qui est moins tranquille, moins posé, tout ça, oui, ça justifie. Mais sinon, peut-être que le GFX 100S est suffisant. Déjà, les millions de pixels sont là, la qualité est là. Est-ce que ça vaut le coup de payer la différence? Il n'y a que toi qui peux répondre ça. Et il y a même l'appareil que j'ai présenté cet été, le GFX 50 S2 avec 50 millions de pixels, qui est déjà un super appareil. Alors, si tu n'as pas besoin des 100 millions, c'est sûrement une meilleure option, au moins pour ton budget. Alors, par contre, si tu dis, 100 millions quand même, je pourrais vraiment l'utiliser dans tel truc, tel truc, tel truc. Voilà, donc cette vidéo, c'est pas pour dire
Tu voulais t'acheter un appareil photo? Ouais, qu'est-ce que tu voulais? Ben, je sais pas, combien tu as de budget? Illimité. Ah bah prends ça, tu feras tout. Non, non. Il faut réfléchir ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Cette vidéo, c'est pas pour dire n'importe qui achète ça, il sera heureux. Non, cette vidéo, c'est pour dire si tu rentres dans les critères de choix de ce genre d'appareil, je te confirme que c'est un appareil photo exceptionnel. Ok? Mais si tu ne rentres pas dans ces critères, ben évidemment, cet appareil n'est pas pour toi, même s'il est exceptionnel. Voilà. Donc, c'est simple. La question, Eric, est-ce que tu achètes cet appareil? Ben, ma réponse est, le problème, c'est que j'en ai pas besoin. C'est ça le problème, c'est que j'en ai pas besoin. Par contre, pour le plaisir, ben, j'aurais aucun doute je serais ravi d'avoir un appareil comme ça. Voilà. Mais sinon, si je parle du côté raisonnable, j'en ai pas besoin. Moi, avec le GFX 50 S Mark II, je trouvais déjà super. C'est super, voilà. Mais c'est vrai que c'est un bel appareil. Hein. C'est un superbe appareil. Il n'y a aucun doute. Il est complètement recommandable. C'est-à-dire que si tu rentres dans ces critères, c'est complètement recommandable. Alors, je voudrais dire merci à plein de gens à qui dire merci. D'abord, à Olivier Saint-Géry de Fujifilm France qui m'a prêté le matos. Merci à Digit Photo qui m'a fait voyager jusqu'à Metz pour voir tout ce matos en main, faire de workshops et tout ça. Donc, merci à eux. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je vais dire aussi merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof qui est diplômé en photographie, qui va analyser ce que tu fais, t'expliquer, t'aider, te conseiller, t'améliorer, tout ça. Donc, c'est comme si tu étais pratiquement présentiel. Alors, ils ont 4 types de formation, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Suivant la formation que tu choisis, ça dure entre 8 et 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de parler avec eux. Au téléphone, c'est mieux. En plus, le téléphone est gratuit. Tu leur expliques ce que tu veux faire, ton idée, ce que tu aimerais apprendre, ton but, tout ça, et ils vont t'orienter vers la meilleure formation. Parle en même temps avec eux du prix, mais moi je vais te parler du financement. Alors, il y a plusieurs manières, hein. Une manière très élégante qui dit autofinancement, je te résume, ça veut dire de ta poche, tu as l'argent, tu payes, voilà, tu te formes. Autre option, peut-être que tu es un chercheur d'emploi, demandeur d'emploi, donc peut-être que Pôle emploi peut financer une formation quand c'est un but professionnel. Et troisième point, si tu es en France et tu as travaillé ou tu travailles en France, tu as accumulé chaque année un petit pécule qui correspond au CPF, compte personnel de formation, que tu peux récupérer pour utiliser pour te former à un loisir ou une profession. Dans le cas de la photographie, c'est les deux. Voilà. Alors, important sur le CPF, il y a des trucs assez stricts et bien clairs. Premièrement, si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Si c'est par CPF, en autofinancement, c'est quand tu veux, mais par CPF, c'est avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Ok, donc inscris-toi avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Il y a de tous les sons de cloche. Les élèves devront payer une partie de leur poche, sauf les demandeurs d'emploi. Combien, on ne sait pas encore. Quand, on ne sait pas encore, parce que la loi n'est pas appliquée. Un jour, on dit un truc, le lendemain, on dit un autre truc, le surlendemain, on dit un autre truc. Le seul truc qui est clair, tant qu'une loi n'a pas été appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais inscris-toi au plus vite. Et le troisième point qui est important, si tu t'inscris de ma part à leur formation, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc, n'oublie pas, si tu t'inscris, tu dis de la part d'Éric Gibaud. Voilà, tout est bénéfice pour toi. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Je laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si c'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Alors, si jamais tu allais acheter du matos photo, vidéo, accessoires chez Digit Photo,
eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, bah, c'est complètement compatible, il y a une case à côté, bah, tu peux utiliser les deux. D'ailleurs, moi, je communique souvent mes codes de promotion, bah, leurs codes de promotion sur mes réseaux sociaux. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé chez KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!